Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal télévisé de Canal 10. Nous sommes le lundi 17 février. Voici l'actualité du jour. Opération de police au port, les contrôles se multiplient sur notre archipel concernant les croisiéristes. En effet, plusieurs contrôles sont prévus par mois pour régulariser la situation. Le sous-préfet nous parle du renforcement des dispositifs, en reportage de Michel Héraclide. Une concurrence déloyale et on se demande si les services de l'État n'ont pas voulu jouer la paix sociale. Parce que la question que l'on se pose là maintenant, c'est ça. Parce que si vous rentrez à l'intérieur, vous pourrez vérifier mes dires, tout le monde fonctionne avec un prix à la personne. Mais ça, c'est notre réglementation. Parce que moi, j'ai été clandestin, j'ai été transporteur dit marron, et les services de DL m'ont embêté pour avoir une licence lotie. À aucun moment, il y en a un d'eux qui m'a demandé d'aller passer mon examen de taxi. Et une fois que la croisière est terminée, on se retrouve avec ces messieurs sur la route en train de faire du transport urbain. Alors on se demande qu'est-ce que nous sommes supposés faire. Et on entend les médias dire, on entend les services de l'État dire que tout se passe bien sur la croisière. Tout se passe bien pour les taxis sur la croisière. Et moi, je dis que c'est une honte pour la Guadeloupe parce que les clients qui sont amenés à prendre un taxi en Guadeloupe, ce ne sont pas des clients qui prennent un taxi qu'en Guadeloupe. Ils savent ce que c'est un taxi. Alors, je demande au préfet comment il fait pour autoriser ceci sur un port autonome. Parce que ce sont des personnes qui prennent, regardez, la voiture, elle est allumée en rouge, ça veut dire que le compteur kilométrique est allumé. Sauf que les gens ne payent pas le prix qui est inscrit au compteur kilométrique. Alors, voilà quel est notre problème aujourd'hui. Et regardez la quantité de policiers et d'agents de l'ADL que nous avons autour du port, ils sont là pour nous. Donc il y a un problème quelque part. Alors, ce sont des opérations de contrôle que nous avons programmées dans le cadre de la commission 3 transports, commission T3P, pour renforcer la qualité du service rendu à l'occasion de l'arrivée des bateaux de croisière. Donc depuis le début de la campagne, nous avons conduit 3 contrôles coordonnés et aujourd'hui, c'est le 4e contrôle coordonné de la saison. C'est bien entendu un objectif pour nous de qualité de prise en charge des croisiéristes qui se rendent sur les sites touristiques de la Guadeloupe. Et lors de la dernière réunion de la commission, nous avons donné le résultat des chiffres des infractions relevées et ces chiffres sont élevés puisque sur les 108 véhicules qui ont été contrôlés, il y en a 60% qui sont en infraction. Donc on voit bien à travers cette démarche de contrôle renforcée par les services de l'État que l'objectif de qualité, même si il s'est amélioré par rapport à ce que nous avons connu l'année dernière au Grand Port, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et je crois que les 3 professions qui sont concernées, en tout cas c'est ce qu'elles ont dit à l'occasion de la dernière réunion, sont prêts à avancer sur le sujet et à aller encore au-delà dans la qualité de prise en charge des croisiéristes. Donc c'est un travail qui nous engage tous. Je peux vous assurer qu'il y aura encore des contrôles coordonnés avant la fin de la saison croisière. L'engagement est d'en faire 2 par mois. Cet engagement sera tenu et bien entendu, je rendrai compte à l'occasion des réunions de la commission T3P des résultats. Et nous verrons ensemble comment améliorer la qualité de la prise en charge. Des avancées dans le conflit de Baie-Mahault. Vendredi, le syndicat s'est entretenu avec la région pendant pas moins de 9 heures. La situation semble plutôt positive. En effet, les parties sont tombées d'accord sur le point 2 du protocole d'accord concernant la revalorisation du régime indemnitaire. Cependant, l'UGTG exige toujours que les arrêtés soient signés et notifiés. Grève à la station Esso, une nouvelle rencontre a eu lieu cet après-midi dans le cadre du conflit à la station même. Nous vous donnerons plus de détails dans le journal de demain. Direction Paris, alors que les débats sur la réforme des retraites a débuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La mobilisation continue et une nouvelle journée à manifester ce lundi a été demandée par plusieurs organisations syndicales. Voici la réaction de quelques manifestants. Reportage de Maurice Cessé. Depuis quelques mois, depuis le 5 décembre, c'est un mouvement qui avait été appelé par la RATP et qui depuis le 5 décembre, alors en décembre on a vécu des manifestations assez importantes, maintenant on veut nous faire croire que le mouvement décline, mais il n'en est rien et on le voit avec des catégories professionnelles qui rejoignent le mouvement aussi et effectivement bon, la RATP et la SNCF ne peuvent pas tenir éternellement c'est sûr, mais sont rejoints par d'autres catégories professionnelles qui montrent le rejet total
cette réforme dont personne ne veut. Ce qui nous motive, c'est que même au sein du Parlement, il y a des résistances, qu'au sein de, je vais dire en gros mots, au sein de la classe ouvrière, il y a de grosses résistances et que le combat n'est pas fini, puisque on voit très bien que cela met le gouvernement en situation extrêmement délicate et il est en crise sans précédent dans la Ve République, donc continuons pour le faire exploser. On manifeste effectivement parce que ce projet de réforme est absolument injuste, injustifié et injustifiable et pour tout le reste aussi. Et là je pense qu'on a la mesure de qui est ce gouvernement et de ce qui va se passer dans les jours, les semaines et les mois à venir. Le retrait, toujours le même mot d'ordre en fin de compte. Et aujourd'hui c'est symbolique, effectivement, elle arrive à l'Assemblée nationale pour être commencée à discuter et débattue. Et donc c'est pour montrer qu'on est toujours dans la lutte, toujours dans la demande du retrait, les manifestations et toujours le même mot d'ordre. Nous on ne change pas de cap, contrairement au gouvernement qui l'a complètement modifié et qui est complètement perdu, qui ne sait plus quoi faire ni comment faire. Et nous, on est toujours déterminés comme le 5, le retrait, ni négociable, rien du tout, il faut l'enlever, point à la ligne. Et maintenant, direction Basse-Terre, le tribunal administratif de la Guadeloupe a reçu la visite de M. Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État, pour réaliser son bilan. À l'heure où la juridiction administrative est engagée dans un vaste mouvement de réforme, la présence en Guadeloupe du vice-président du Conseil d'État constitue un événement d'importance. Nous écoutons M. Lasserre sur le sujet. Un reportage de Chris Kévimanier. Aujourd'hui en Guadeloupe, le tribunal administratif a reçu en 2019 un très grand nombre de contestations, de requêtes, 22% de plus qu'en 2018, soit un nombre de 1680 liés à l'augmentation du contentieux des étrangers, les contestations de refus de séjour ou les obligations de quitter le territoire dans le cas d'un séjour irrégulier, mais aussi d'autres contentieux qui augmentent, ceux de la fonction publique par exemple, marchés et contrats, les impôts. Et puis cette année 2020, nous avons une particularité, c'est que c'est devant le tribunal administratif que pourront être contestés les résultats des élections municipales. Et traditionnellement, aux Antilles, il y a beaucoup de contestations sur les résultats des scrutins. Du vice-président est très important, d'abord pour la juridiction, pour les magistrats et les greffiers qui le composent, mais également pour tous les justiciables de Guadeloupe. Ça montre l'importance de notre juge d'appel et de cassation, l'importance qui est accordée aux tribunaux ultramarins, dont celui de la Guadeloupe, qui est l'un des plus importants parmi les tribunaux d'outre-mer, puisque nous avons 2 chambres, 8 magistrats, 11 agents de greffe, ce qui est plus important que d'autres tribunaux aux Antilles et Guyane. C'est un tribunal qui est plus important aussi en nombre de requêtes traitées, nombre de dossiers. Voilà. Ça se passe bien, en ce sens que le tribunal administratif répond dans un délai rapide, entre 6 et 8 mois en moyenne, 1 an si on exclut les affaires urgentes. Donc c'est un délai qui est satisfaisant. Le stock des affaires anciennes est très faible, quasiment inexistant. Donc on a une réponse rapide, une réponse efficace. Ce qui est vrai, c'est qu'il va falloir s'organiser pour faire face à cette augmentation du contentieux, mais aussi trouver d'autres moyens de répondre aux requêtes, aux litiges qui sont portés devant la juridiction. Et je voudrais développer la médiation administrative, c'est-à-dire un autre moyen de résoudre les litiges, cette fois à l'amiable, autour d'une table, avec les parties et un tiers médiateur qui peut faciliter la résolution du conflit. Je pense que dans beaucoup de domaines, la fonction publique, les marchés et contrats, même pourquoi pas les permis de construire, l'urbanisme et l'environnement, parfois un bon arrangement vaut mieux qu'un long procès, et c'est aussi un message que je viens de porter ici en Guadeloupe. Congrès des sauveteurs en mer, la région, le département et les services de l'État avec les sauveteurs en mer et leurs vedettes ont présenté le bilan opérationnel et financier du sauvetage dans notre archipel. La convention de financement de la nouvelle vedette de sauvetage des Saintes a été signée à cette occasion au Yacht Club de Pointe-à-Pitre. Rappelons qu'en 2019, 154 personnes ont été secourues par la Société nationale de sauvetage en mer. Un reportage de Vianney Valverde. La première fois que nous organisons un congrès de la SNSM, reliant les 3 stations. Nous avons une station à Basse-Terre, une station aux Saintes et une station à Pointe-à-Pitre. Et pour nous, il était nécessaire de pouvoir accompagner cet organisme qui sauve des vies,
qui sauvent des vies guadeloupéennes, entre autres, et on ne pouvait que les accompagner. Donc, et remercier la SNSM pour le travail qu'il fait, un travail dangereux, à titre bénévole et au péril de leur vie. C'est près de 60 bénévolats répartis sur les 3 stations. Notre but, c'est quand il y a un problème en mer, le CROSS nous appelle, il faut que dans les 25 à 30 minutes, un bateau appareille pour aller porter secours. Nous faisons aussi des évacuations sanitaires entre les Saintes et Trois-Rivières. Quand l'hélico ne peut pas se déplacer, ou du moins il est sur d'autres fonctions, eh bien c'est la vedette des Saintes qui fait l'évacuation sanitaire sur Trois-Rivières. Parlons restauration maintenant. La ville du Gosier organise un séminaire sur la restauration collective au Royal Riviera. Ce séminaire destiné aux agents répond à un triple objectif: valoriser les métiers de la restauration collective, dégager le besoin d'un partenariat entre chacun des intervenants et enfin démontrer les perspectives de développement des métiers de la restauration. Ce séminaire permet à tous les agents de rencontrer leurs homologues et d'échanger sur les problématiques communes mais aussi les bonnes pratiques des uns et des autres. Un reportage de Michel Héraclide. Nous organisons un séminaire autour de la restauration collective, dans toute restauration collective confondue, EHPAD, petite enfance, hospitalière. Et nous avons ciblé particulièrement la restauration scolaire. Alors l'acte 1 de ce séminaire autour de la restauration collective s'intitule Compétences et métiers. Alors pourquoi compétences et métiers et pourquoi ce premier thème? C'est pour valoriser le métier de la restauration collective qui de plus en plus prend de l'ampleur et de plus en plus est réglementé par des lois européennes. Donc nous sommes en pleine évolution sur ce métier. Donc le but aujourd'hui de ce séminaire, c'est de sensibiliser le public. Je suis intervenue pour pouvoir parler de tous les contraintes en tant qu'animatrice, pour pouvoir discuter aussi de la formation afin de se professionnaliser et pour parler de la fonction d'animation puisque c'est la valorisation des métiers. Nous sommes là pour pouvoir valoriser le métier de l'animation. Aujourd'hui, nous avons un public, ce sont des agents de collectivité, donc la ville du Gosier, la ville de Saint-François, la ville Saint-François-Gosier des Irades, donc la Carle, les communes de la Carle, qui sont présents. Donc le personnel de la poste méridienne, donc animatrice, encadrant, ATSEM, chef de production, tout le personnel qui a trait à la poste méridienne. Alors demain, nous aurons tous les métiers qui gravitent autour, donc nous aurons des partenaires, notamment la DAF, qui est représentante de l'État, qui est en charge de contrôle sanitaire. Nous aurons l'Institut Pasteur et nous aurons aussi des fournisseurs, notamment fournisseurs de denrées alimentaires au nom de ProApro. Nous aurons aussi des fournisseurs de produits d'entretien. C'est juste pour montrer que la restauration collective, c'est un métier et que ça demande du professionnalisme. Les animatrices, on va dire les animatrices puisque c'est un métier très féminin, m'ont beaucoup interrogé au niveau du bruit puisque les enfants, comment gérer le bruit. Il y a eu des questions sur le gaspillage, comment éviter que les enfants gaspillent leur repas. Donc ça a tourné autour de ça, du comportement des enfants au sein du réfectoire. Agnès Buzyn quitte le gouvernement, la femme politique quitte le ministère de la Santé pour se lancer dans la course à la mairie de Paris. L'ancienne ministre de la Santé laisse place à Olivier Véran, médecin de 39 ans, qui connaît bien les dossiers santé et va prendre sa suite. Rappelons que 17 départs ou démissions ont eu lieu au sein du gouvernement depuis l'élection du président Emmanuel Macron. Messe en faveur des malades. Dimanche, à l'occasion de la 28e journée mondiale des malades, a lieu une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Jean Évry au Creux au CHU. Une cérémonie en l'honneur des malades et du personnel hospitalier. Un reportage de Michel Terrasse. C'est une organisation, c'est très important, mais c'est une messe que nous organisons chaque année dans le cadre des Journées mondiales des malades. On se dit que les malades de France et de Navarre ont la possibilité
d'aller dans des célébrations eucharistiques, et nous aussi, nous devons aussi célébrer avec nos malades ici en Guadeloupe, dans notre CHU. Donc c'est pour cette raison qu'on se donne les moyens d'organiser cette messe chaque année pour eux. Le thème de cette année était vraiment important pour nous, de penser aux malades, à toutes les personnes qui souffrent, à toutes les personnes qui sont en difficulté. Travailler dans un hôpital, ça demande plus d'amour, plus de force et de persévérance. Nous sommes donnés corps et âme, et surtout à ce que la direction a mis à notre disposition aujourd'hui. Nous rendons grâce, surtout pour la présence de Monseigneur et de toute l'équipe qui travaille avec moi. Ce dimanche, nous avons eu cette messe magnifique ici au CHU et je voudrais remercier ici vraiment tous ceux qui ont permis cette célébration. C'est devenu une tradition au mois de février et en plus, en cette année, nous avons donné le sacrement de l'onction des malades à 31 malades qui sont soignés ici dans cet hôpital. Bien sûr, les soignants, les médecins et les infirmiers et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux et les cliniques, ils sont là pour aider médicalement et humainement. Et nous, l'Église, nous apportons notre assistante spirituelle en pensant aussi à ce que Jésus nous a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, « J'étais malade et vous m'avez visité ». Parlons sport, parlons foot. Après 12 années de matchs riches en émotions, la mutuelle Margaillard, déjà reconnue pour son engagement pour la promotion de la santé par le sport, a décidé de passer le relais au groupe Vive. Dès cette année, l'ex-coupe MMG devient la coupe Vive. Entrepreneur du mieux vivre, le groupe est impliqué dans la promotion de l'activité physique, déterminante pour le bien-être quotidien en faveur de la pratique sportive. Un reportage de Chris-Kevin Magnier. Le groupe Vive existe depuis 3 ans, mais les mutuelles qui le composent, elles existent depuis très longtemps, en particulier la mutuelle Margaillard, qui est une des mutuelles fondatrices du groupe. Et la mutuelle Margaillard, elle soutient le sport et la coupe dont il est question ce matin depuis 12 ans. Et donc la mutuelle Margaillard veut continuer son engagement dans le sport, dans le football, veut promouvoir cette coupe. Simplement, le président Casimir a proposé que dorénavant, la coupe devienne la coupe Vive. Comme ça, Margaillard est toujours partie prenante, mais les autres mutuelles du groupe également, la MGEN, la MNT, la MGFI. C'est le groupe Vive qui prend en quelque part le relais. Mais comme je le disais tout à l'heure, la mutuelle Margaillard est toujours présente. D'ailleurs, la mutuelle Margaillard est le représentant du groupe Vive aux Antilles-Guyane. Donc cela ne change rien pour nous, à la mutuelle Margaillard. Vive vient de le dire, il faut absolument que l'on pérennise cette affaire. 12 ans ou 13 ans de participation avec la mutuelle Margaillard, c'est simplement comme vous aimez à dire dans le foot, c'est une entame. C'est une entame avec Vive, mais ça va se poursuivre. Le sport aujourd'hui, c'est très important parce que, vous savez, les jeunes, on préfère savoir quand ils sont sur un terrain de sport que lorsqu'ils sont dans la rue. Quand on fait du football, on est avec d'autres. Il faut apprendre à respecter des règles et ça, c'est très important. Notre société, elle a besoin de règles. Et puis, quand on est une mutuelle santé, on sait que la bonne santé, c'est pas uniquement l'absence de maladie. La bonne santé, c'est se sentir bien dans sa vie, bien dans sa peau. Et pour se sentir bien dans sa peau, il faut notamment bien bouger régulièrement. Et le sport, il n'y a rien de mieux pour la santé. Les mutuelles du groupe Vive, Margaillard, les autres mutuelles, le groupe Vive, on a décidé qu'on allait faire la promotion de la santé par le sport. Hatha Yoga, un stage de yoga s'est déroulé ce week-end au lycée hôtelier. Le thème choisi cette année, l'importance du souffle dans la pratique du yoga. Ce stage s'adressait à un public très large, élèves, professeurs confirmés et bien sûr troupes pratiquants confirmés ou débutants. Ce stage animé par Joël Despradel, professeur de yoga et médecin généraliste spécialisé en acupuncture et en homéopathie, a permis un total lâcher-prise à tous les participants. Méditation, détente et gratitude avec Chris-Kevin Magnier. Nous sommes une école de formation, nous avons aussi des adeptes, des pratiquants. Il est important d'avoir des experts, des spécialistes qui viennent nous voir aussi, même si nous avons sur place des ressources. Très intéressant puisque pour ceux qui veulent s'initier, donc ça permet la découverte du yoga, donc la pratique traditionnelle, et pour ceux qui sont déjà qui pratiquent le yoga, ça permet d'approfondir la pratique elle-même. Très important puisque c'est ce qui permet l'accomplissement des positions
et de sentir véritablement les bienfaits donc, de chaque position à travers le souffle. Et il faut savoir que depuis que nous sommes ouverts de nouveau, il y a 2014, nous avons eu déjà 4 stages nationaux. Cette année, nous avons fait notre stage à nous. C'est un peu plus court, mais en fait, ce stage porte sur la respiration, l'importance du souffle dans la pratique du Hatha Yoga. Alors, je suis ici donc, depuis 8 heures. On a fait une pratique de yoga avec Monsieur Drumeau. Et par la suite, on a eu un cours sur la physiologie donc, de l'appareil respiratoire. Donc vraiment l'aspect physique. Et cet après-midi, on a vu l'aspect un peu plus subtil de la respiration. Un week-end de repos de relaxation, mais aussi un week-end d'études. Parce que bon, il y a des professeurs, il y a des professeurs confirmés, il y a des pratiquants qui viennent. Donc effectivement, le yoga, c'est toujours une détente, c'est toujours un bien-être. Mais en même temps, ça nous permet un approfondissement. Compétition beauté, ce samedi s'est déroulée l'élection Miss Sainte-Anne au restaurant Ticalipso du Gosier sur la Riviera. Plusieurs participantes étaient présentes pour concourir au titre de Miss Sainte-Anne. Au final, c'est la jeune Mélissande Malachoumi qui a su se démarquer de ses concurrentes, séduire le jury et le public. Un reportage d'Olivier Moradel. La Miss Sainte-Anne 2020 qui pourra aussi candidater pour l'élection de Miss Guadeloupe 2020. Mélissandre, ça représente vraiment beaucoup pour moi car c'est vraiment un rêve de jeune fille que j'ai pu réaliser aujourd'hui et je suis vraiment très fière de représenter ma commune et je ferai tout pour la représenter dignement. Il est vraiment important d'ailleurs pour toutes les communes d'avoir une représentante, d'avoir une figure emblématique pour chaque commune afin de nous représenter à l'échelle nationale comme Clémence Bottineau qui est revenue Miss Guadeloupe, Miss France 2020. Mais j'aimerais représenter ces atouts touristiques et montrer qu'il y a que notre ville Sainte-Anne est multiraciale, donc il y a une diversité de populations ethniques. Donc j'aimerais représenter ça par mon métissage. Crash d'un avion à la Dominique, les recherches continuent. Hier, un petit avion de tourisme a disparu en mer non loin de l'île de la Dominique. L'avion du club Les Ailes de Guadeloupe serait tombé en mer 5 minutes après son décollage. Les recherches pilotées par le Cross AG tentant de retrouver l'avion et les 4 personnes à bord sont en cours. Un sac à dos avec le passeport de 2 des occupants, une sacoche vide, un sac avec le plan du vol et le dossier d'un siège ont déjà été retrouvés. C'était le journal télévisé sur Canal 10. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain.